santé, notre priorité. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Allo Docteur en ce mardi 2 décembre 2025. Alors, dans le cadre du World Disability Day qui se tiendra demain, aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le professeur Anbah Subramanian qui est avec nous aujourd'hui, qui est spécialiste en neurologie pour mettre en emphase les handicaps neurologiques. Bonjour professeur. Bonjour, je précise que je suis médecin de rééducation neurologique et non pas, je suis pas un neurologue, je suis un médecin de rééducation neurologique. D'accord, parfait. Comme ça, s'il y a quelqu'un qui veut avoir des renseignements, ils peuvent. D'ailleurs, vous aussi, vous pouvez participer à l'émission en appelant au 208 49 99 208 59 99. Également, posez vos questions sur notre page Facebook où vous verrez le direct du Défi Média Group. Merci déjà de vous rendre disponible aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais bien qu'on puisse définir ensemble, simplement dans quelques mots, qu'est-ce qu'un handicap neurologique ? C'est un dysfonctionnement du système nerveux affectant la partie centrale, c'est-à-dire le cerveau, la moelle épinière, ou périphérique, les membres supérieurs ou inférieurs, sans toucher la partie centrale, et qui peut être causé par des facteurs génétiques, traumatiques, comme les accidents de la circulation, et des développementaux comme l'autisme qu'on rencontre de temps en temps. Et ça peut entraîner des troubles moteurs, cognitifs, sensoriels et de la communication. Les grandes familles peuvent être les maladies neurodégénératives comme le Parkinson, l'épilepsie, l'accident vasculaire cérébral, l'autisme dont je viens de parler, les affections neuromusculaires comme le Guillain-Barré, qui est une maladie auto-immune qui affecte les mains et les membres inférieurs, les tumeurs cérébrales, les traumatismes comme les accidents, les chutes entraînant les traumas crâniens et les blessés médulaires, dont on recense à peu près 30 par an, les traumatismes crâniens, à peu près 400 par an à l'île Maurice. D'accord, c'est énorme, je trouve, comme chiffre. C'est quoi les premiers signes, d'après vous, qui peuvent alerter une personne ou sa famille à consulter un spécialiste en neurologie rapidement pour essayer que nous capables de diminuer le risque? Alors, surtout, vous avez besoin consulter un docteur si vous considérez que vous avez une paralysie ou bien un problème pour marcher, pour causer, pour avaler, ou bien un trouble visuel, je pas trop bien. D'accord. Et d'autres fois, je peux faire une douleur intense, comme une migraine intense, ou bien je tenais une syncope. Là, ça peut dire que j'ai un problème nécessairement grave, mais j'ai besoin de consulter un neurologue qui peut faire un diagnostic et initier un traitement aigu. Mais on a besoin de dire que le neurologue tout seul, l'hypobesoin travaille avec un médecin de rééducation pour mettre en place un protocole de rééducation. Nous faisons une enquête. En ce moment, nous pouvons faire une recherche, un PhD à l'Université de Maurice, et nous nous rendons compte qu'il nous pas servi un protocole de rééducation dans un hôpital à Maurice. Par contre, nous avons un excellent traitement aigu, comme la thrombolyse, etc. Mais la rééducation lui-même, nous avons beaucoup de choses à améliorer, à faire. Oui, je pense dans beaucoup de domaines également. Quand on dit à nous besoin le consulter si nous pas bien, nous une migraine, comment les tests ils se déroulent en fait quand on a un handicap neurologique? Comment c'est quoi les tests que vous pouvez faire, les examens, les tests de mémoire, de langage, de marche, qu'ils ont faire au fait? Alors, il s'agirait de faire un bilan des muscles, de la fonction musculaire. Ce sont deux choses différentes parce que les muscles, on regarde la force musculaire, mais la fonction, c'est-à-dire comment on utilise les muscles pour pouvoir faire une fonction, par exemple de la déglutition. Il faut aussi analyser la sensation, l'équilibre, le langage, la mémoire et la continence. La continence, c'est-à-dire que la possibilité de faire d'uriner ou d'avoir des selles
d'une façon sociale. C'est-à-dire que il faut pas qu'il y ait une incontinence, c'est-à-dire qu'on passe les selles n'importe quand. Il s'agit d'un travail d'équipe pluridisciplinaire quand aucun professionnel ne pourra tout gérer. Par exemple, moi, en médecine un médecin de rééducation, je connais pas autant les problèmes de la fonction musculaire et comment gérer les problèmes de paralysie que un physiothérapeute qui pourra exactement expliquer aux patients comment améliorer leur fonction. Les activités de la vie quotidienne sont analysées selon les critères approuvés au niveau international. En Europe ou dans le monde entier, on utilise l'index de Bartel, qui est un score de 0 à 100 qui recense toutes les fonctions de l'individu depuis la prise en charge au niveau de la vie quotidienne, c'est-à-dire se brosser les dents, se laver ou alors aller uriner d'une façon autonome, etc. Donc c'est un index qui va de 0 à 100, 100 étant la normalité. D'accord. Donc une personne qui, entre guillemets, qui a des problèmes mentaux, ça veut dire qu'il va pas être dans l'échelle de 1 à 100, c'est ça? Qui peut être moins. Oui, qui peut être moins, mais là on essaie de voir les problèmes au niveau de la fonction. Sa fonction, et ça peut être dû à une impossibilité de réaliser certaines fonctions en fonction de l'incapacité, par exemple motrice ou neurologique ou mentale. D'accord. Très bien. Donc, une fois le diagnostic posé, c'est quoi les principales options de prise en charge? Comment vous pouvez faire, mis à part le kiné, l'orthophonie? C'est quoi les techniques qui va aider chaque personne, en fait, à aller mieux au quotidien? Et est-ce qu'ils peuvent aller mieux? Alors, ce qu'il faut savoir, et je dirais après aussi, la médecine de rééducation n'est pas une médecine curative. C'est si man du monde vient contre nous pour dire comme ça, ok, je peux venir revivre normal comme j'étais avant. Non. Ça, c'est pas notre but. Notre but, c'est d'essayer de gérer les problèmes pour les aider à avoir une meilleure qualité de vie. Le neurologue, il va travailler en collaboration avec les médecins de rééducation. Je dis cela avec beaucoup d'emphase parce que malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de médecin de rééducation neurologique à Maurice, autant que je sache. Peut-être que le gouvernement et les médecins vont pouvoir me corriger là-dessus. Donc, pour faire un bilan précis des aires affectées. Les médicaments proposés vont dépendre des problèmes identifiés et individualisés. Par exemple, au niveau de la vessie, il y a des médicaments qu'on appelle des anticholinergiques, aussi qu'on appelle oxybutynin, peuvent être proposés pour une vessie active. C'est-à-dire que quand les personnes font pipi régulièrement, mais l'équipe thérapeutique déterminera ensemble les buts de la rééducation en collaboration avec le patient ou sa famille. D'accord. Elle offrira un fauteuil roulant pour plus d'autonomie ou un coussin pour éviter les escarres ou avoir l'apport d'un psychologue. Justement, j'allais venir là-dessus. L'importance de consulter un psychologue dans ce cas de figure. Je vous pose à vous la question sans forcément suivre le fil conducteur. L'importance de suivre un psychologue, c'est-à-dire pour accepter qu'on a une maladie neurologique ou même pour la famille d'apprendre ça. Exactement. Je crois que c'est important pour la personne donc qui est concernée directement d'avoir accès à un psychologue et aussi la famille parce que le handicap pèse lourdement sur la famille. Je m'explique par exemple dans le cas d'un blessé médulaire. Ça peut être quelqu'un qui a une chute. Typiquement, j'ai eu 2 cas récemment cette année-ci de personnes à Maurice qui m'ont contacté parce qu'ils ont eu une chute depuis leur toit. Ils ont fracturé la colonne vertébrale. Donc, tout d'un coup, quelqu'un qui était très dynamique, qui était en train de faire des activités sur le toit, se retrouve tout d'un coup subitement paralysé. C'est un changement énorme qui implique
des problèmes psychologiques, des problèmes aussi quelquefois de gagne-pain, parce que ils étaient comme on appelle en anglais, breadwinner. Oui. Donc, ils se retrouvent sans argent. Donc, le psychologue va pouvoir les aider à passer en revue le problème de deuil. Deuil, c'est-à-dire que par rapport à la vie qu'ils avaient avant, oui. par rapport à maintenant. Le deuil, ça veut pas dire la mort. Non. Ça veut dire, mais aussi pour la famille qui se retrouve tout d'un coup devant une personne qui a besoin d'aide pour subvenir à tous ses besoins, comme pour aller à la selle, et ce qu'on appelle à Maurice souvent, ils disent la personne est bedridden. Bedridden, c'est un terme que j'aime pas du tout, parce qu'il faut encourager les gens à se mobiliser, à être le plus autonome possible, et pour leur offrir une dignité. Je comprends. C'est vrai que comme vous avez parlé de deuil aussi là, c'est très important pour que ce soit la famille ou la personne même d'accepter de dire au revoir à sa vie d'avant et d'accepter ce qui lui peut gagner à cette ère-là, qui est très difficile aussi, surtout aujourd'hui. Donc c'est deux choses qui sont assez reliées. C'est vrai qu'on va parler d'handicap, on va penser à directement consulter le docteur ou orthopédiste ou un kiné, mais pas trop un psychologue parce que ça reste un peu tabou, mais c'est vrai que ça touche énormément le psychique aussi. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, le psychologue va être le lien entre la partie physique, la rééducation physique, et aussi la réintégration donc dans la société. Bien sûr. Et le psychologue joue un rôle très important. Malheureusement, il y en a pas assez. Nous, dans nos pays dits riches, en Europe ou en Occident, on n'a pas assez de psychologues. Et même les psychologues qui nous offrent leur aide nous offrent quelques minutes ou quelques heures de leur temps. Et maintenant, on utilise beaucoup la technique de la télémédecine pour pouvoir avoir accès aux psychologues à distance. Donc, c'est quelque chose qu'on utilise de plus en plus maintenant. Bien sûr. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, surtout par rapport à le fait qu'il y ait des psychologues. Il y a des psychologues, oui, mais je pense qu'il y a le côté aussi tabou de pas vouloir consulter un psychologue parce qu'on va tout de suite se dire que on va bien. En parlant de ça, justement, comment vous accompagnez des personnes qui devraient retourner dans la vie sociale au travail, par exemple, que ce soit au travail, les accompagnements, l'aménagement du poste. Est-ce que vous pensez qu'ils sont habilités pour ici? Alors, la prise en charge dépend de chaque pays. Ouais. Les aides financières sont parfois plus disponibles dans certains pays que dans d'autres. Oui. Il faudrait œuvrer pour un retour au travail avec une infrastructure adaptée. D'accord. Chaises adéquates, aménagement de l'espace avec l'aide de l'ergothérapeute. Ça ne s'improvise pas. L'ergothérapeute est quelqu'un qui a été formé pour pouvoir offrir une aide spécialisée. Le transport adéquat. J'ai noté qu'il y a pas beaucoup de transport adéquat à Maurice. Parfois favoriser le travail à distance. Redéfinir le rythme de travail, parce que si vous avez à faire des sondages intermittents, il faudrait, et il y a aussi la fatigue dans la maladie neurologique, il faudrait un temps de récupération pour redéfinir le rythme de travail et offrir du temps de repos. Donc, au niveau de la reconnaissance du handicap et les aides possibles, moi je dis qu'il faut offrir, à part donc les fauteuils roulants, peut-être quelquefois les déambulateurs, n'importe quoi qui peut aider la mobilité et donc promouvoir le retour au travail. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de choses à prendre en considération parce que, hormis le fait que la personne qui gagne sa problème-là et qui gagne sa accident-là, accepter qu'il y ait ça, il faudrait que la société aussi puisse faire en sorte que ce soit habilité pour qu'il puisse se sentir bien. Donc essayer de réhabiliter, réaménager, que ce soit les bus, les transports en commun, une aide pour les personnes handicapées pour faciliter leur déplacement, chaque déplacement, pour pas leur faire sentir qu'ils sont différents.
C'est tout à fait vrai parce que moi j'ai travaillé pendant des années et même jusqu'à maintenant dans des centres de rééducation neurologique, aussi bien en France qu'en Angleterre. D'accord. Alors le cas typique, c'est quelqu'un qui est un Mauricien que je connais. Il est né à Maurice. Il est parti vivre en Angleterre depuis l'âge de 3 ans. Il a eu malheureusement un accident de football et il est paralysé tout à fait au niveau de son cou, depuis son cou. Maintenant, il est paralysé depuis au niveau de l'épaule, donc il peut rien bouger. Mais ce monsieur, il a un fauteuil électrique, il peut sortir de sa maison, prendre l'ascenseur. L'ascenseur est tout à fait accessible à lui. Il descend, il prend le bus qui est aménagé pour le recevoir. Il va prendre le transport en commun, c'est-à-dire le métro. Il va aller en ville, assister à des concerts. Il va aller manger en ville dans les restaurants. Tout est absolument aménagé. Est-ce possible ici? Non. Est-ce que même les métros qui ont été qui est merveilleux pour les gens bien portants, malheureusement, j'ai l'impression, je parle avec précaution, j'ai l'impression qu'on avait utilisé les spécialistes de rééducation pour offrir des conseils pour pouvoir aménager ces métros, ces bus, etc. Quelquefois, les gens, les ingénieurs, etc., ils pensent qu'ils maîtrisent tout, qu'ils peuvent tout savoir. Ils oublient qu'il y a toute une science de rééducation qui est l'apanage des physiothérapeutes, des ergothérapeutes. Et quelquefois aussi, il y a des architectes qui sont spécialisés dans l'aménagement du territoire pour handicapés. Je connais un Mauricien qui est basé au Canada, qui a fait de sa spécialité la rééducation de l'aménagement du territoire. Donc, ce serait important de pouvoir penser à cela. Si on veut redonner la dignité à nos compatriotes qui ont pour aucune faute de leur et se trouvent en situation de handicap. Bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, professeur. On prend une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Payoge beta hamon fatsigyo sabhan pinesla baka pahavdumi na pines portu rumatla uriyek sufan zis portu pines de beta. Daddy, pas besoin d'un tracas, code Easy Pest Control Limited, je te fais traitement contre punaise avec un produit bio qui pas fait malade ni allergie. Je te aussi fait heat treatment pour détruire tout ban punaise. Et que là, je te fais prévention, pas pour gagner problème en cours. Alors, pas tarder, appelle Easy Pest Control Limited sur le 218-5339 ou bien sur le 57991221. Easy Pest Control Limited est member of Samsung Group.
santé, notre priorité. On se retrouve pour la suite de votre émission Allô Docteur en ce mardi 2 décembre dans le cadre du World Disability Day qui se tiendra demain. Aujourd'hui, on va parler de l'handicap neurologique et pour ce faire, j'ai le professeur Anbah Subramanian qui est avec nous de retour. Donc, rebonjour à vous, professeur Subramanian. On était en train de décrire justement les problèmes qu'un handicap neurologique pouvait provoquer aux personnes et aussi à leur entourage. Donc, en parlant de leur entourage, c'est quoi les difficultés les plus fréquentes pour les proches, que ce soit la fatigue, que ce soit une pression psychologique, c'est émotionnel, surtout de temps en temps, c'est très difficile d'accepter que un des nôtres passe dedans pour essayer, nous-mêmes on doit être très fort pour pouvoir être un support pour ces personnes-là. Je dirais que l'épuisement physique et psychologique, le manque de formation pour s'occuper des patients au domicile, par exemple, comment bouger les patients paralysés, et ça peut entraîner des problèmes énormes pour le soignant lui-même parce que ils peuvent avoir des problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Ouais. L'isolement, le manque de structure de répit parce que on a beau s'occuper d'une personne 24/7, on a besoin quelquefois de pouvoir respirer. Donc les structures de répit, c'est important. Et les problèmes financiers aussi parce que à la différence de beaucoup de pays riches, sur le plan donc de la rééducation, tout est payant et où beaucoup de choses sont payantes et surtout si on veut accès à des traitements spécialisés. Nous recommandons l'accès à la formation pour la manutention. Donc pour moi c'est très très important et bien entendu l'accès à un psychologue pour pouvoir accompagner les patients. Dans le passé, à l'île Maurice, corrigez-moi si j'ai tort, il y avait la famille extensive de ceux qui avaient des grands-mères Oui. ou des grands-pères, d'autres personnes de l'entourage qui pouvaient apporter de l'aide. Tandis que maintenant, les familles deviennent beaucoup plus nucléaires et il y a des courses pour pouvoir avoir des diplômes, des leçons particulières. Les gens n'ont pas assez de temps pour pouvoir s'occuper de toutes ces personnes qui ont des problèmes. Et moi, j'ai vu, là, heureusement, 2 ou 3 exemples où la famille extensive donne une aide extraordinaire aux personnes handicapées et Dieu sait comment ces personnes s'épanouissent par rapport aux personnes qui sont complètement seules, isolées et vivant dans une structure nucléaire. C'est vrai que c'est très difficile parce qu'on n'a pas envie d'être égoïste. C'est une ligne très très fine qui sépare les deux entre l'égoïsme, penser à soi ou vraiment se sacrifier pour la personne en face. Et comme vous dites, ça peut apporter beaucoup de bonheur aussi à la personne d'avoir quelqu'un qui s'occupe d'eux, mais c'est délicat aussi dans un sens où faut pas que il y a ce guilt aussi qui commence à prendre beaucoup de place en se disant qu'on empêche l'autre personne de vivre. Donc c'est des deux côtés. C'est vrai, mais c'est que quelquefois on a pensé peut-être à l'étranger dans certains pays, on crée des smart cities. Ouais. Ici, j'ai entendu parler de smart city. Pour moi, la définition de smart city, c'est quand on a une infrastructure dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que la personne qui a une paralysie, donc une situation de handicap, qui peut prendre l'autobus, peut prendre le métro, etc. Et donc, je vais un pas plus loin. Nous avons à faire face non seulement aux personnes en situation de handicap, mais des personnes, une population vieillissante. Et donc, dans peu de temps, l'île Maurice aura à faire face à un problème énorme de personnes âgées. Alors, ce sera difficile de mettre tout le monde dans des centres pour les personnes âgées. Donc, quelquefois aussi, les soins n'y sont pas ce qu'on espérait qu'ils soient. Donc, il faudrait qu'on trouve des structures pour que les personnes restent le plus autonomes le plus possible dans ce qu'on appelle les vraies smart cities. Ouais. Alors là aussi, je pense que
à tous les gens qui vont créer des smart cities, il faut une éducation de ceux qui conçoivent ces smart cities pour que il y ait une intégration non seulement des personnes en situation de handicap, mais de la population vieillissante. Et donc, ce sera un plus pour aussi les investisseurs, mais surtout pour la qualité de vie des gens qui vieillissent. Bien sûr, c'est vrai que c'est très important d'essayer de considérer les deux options, mais vous l'avez très bien dit, la population est en train de vieillir, il y a de moins de personnes jeunes qui souhaitent rester ici. C'est peut-être ça aussi qui provoque ce côté aussi. Est-ce que ça, justement, je voulais vous poser la question, une dépression sévère peut provoquer un handicap neurologique ou c'est uniquement par un accident ou un choc? Je crois que on peut pas exclure que les problèmes psychologiques peuvent aussi contribuer. Mais comme je l'ai dit au départ, il y a des points spécifiques, par exemple le traumatisme, l'accident, donc ou alors des problèmes dégénératifs qui donc entraînent des problèmes neurologiques. Donc, je dirais que la psychologie contribue, mais n'est pas la source majeure. D'accord. Donc, c'est quelque chose qui peut pas provoquer forcément, mais contribuer à un choc. D'accord. Donc, vous étiez en train de parler de Smart City. C'est intéressant parce que justement, je voulais venir là-dessus en vous posant la question. Aujourd'hui, les nouvelles technologies, quelle place ils ont dans tout ce qui est la compensation d'un handicap neurologique, que ce soit pour donner des facilités au niveau des fauteuils, des équipements intelligents, des dispositifs connectés. Est-ce que vous pensez que c'est primordial aujourd'hui d'avoir tous ces outils-là pour qu'une personne puisse s'intégrer dans la société? Je dirais définitivement oui. Je pratique la télémédecine depuis 2003. D'accord. Et j'ai publié quelques articles là-dessus après avoir fait des études au fil des années, des études qui ont été financées par l'Union européenne, mais ça c'est pas ici à Maurice, mais en Angleterre. Et la télémédecine facilite l'accès des soins sans se déplacer. D'accord. Vous pouvez expliquer rapidement à nos auditeurs c'est quoi la télémédecine? La télémédecine, c'est l'utilisation de la technologie pour pouvoir donc évaluer le handicap, les maladies à distance. Et la technologie s'est tellement améliorée au fil des années qu'on peut arriver à examiner les patients en grand détail avec la vidéo. J'ai un de mes collègues qui travaille au Canada, à Toronto, qui a développé un robot pour pouvoir examiner des personnes qui sont isolées complètement de par la neige dans leur maison. Ils peuvent examiner en grand détail tous les problèmes auxquels ils font face pour pouvoir les aider pendant les périodes d'hiver où personne ne peut les accéder. Comment utiliser la télémédecine pour pouvoir les aider. Maintenant, l'intelligence artificielle est là pour nous aider davantage, non pas pour remplacer l'humain, mais pour emmener des techniques. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle est conçue par les individus, par les experts. Donc, ça, c'est au niveau de la télémédecine. Et je pense que moi, quand j'examine des patients, je leur envoie des questionnaires qu'ils remplissent et que je peux lire en amont de la consultation. Et pendant la consultation, ils utilisent la vidéo pour me montrer tous les problèmes auxquels ils font face au niveau de l'infrastructure, c'est-à-dire les toilettes qui sont pas accessibles, les marches, etc. Donc, on peut avoir tellement de possibilités avec la télémédecine aujourd'hui. Et vous parlez d'aide à la communication, sont par exemple des exercices avec l'orthophoniste pour essayer de travailler sur les articulations. L'utilisation des tablettes pour permettre à une personne aphasique, c'est-à-dire qui est incapable de parler à la suite, par exemple, d'un accident vasculaire cérébral, de pouvoir communiquer.
Il y a aussi, je ne sais pas si vous avez entendu parler de eye gaze, qui est un suivi oculaire. D'accord. C'est une technologie qui enregistre où une personne regarde et peut être utilisée pour contrôler un ordinateur. Donc, on peut avec mais bien entendu, le eye gaze, ça coûte assez cher pour l'instant, mais plus on va utiliser, moins ça va coûter. Oui. Et donc, là, il y a des possibilités au niveau de la gaze. Les Mauriciens ont des difficultés aussi, il y a des problèmes très bas, très terre à terre, comme accéder au fauteuil roulant. Si l'État donne 10 000 roupies pour acheter un fauteuil roulant, 10 000 roupies ne va pas très loin pour acheter un fauteuil roulant. Alors, ou des coussins. Ce que NURAM, l'organisation dont je m'occupe, a fait, c'est de recueillir les fauteuils roulants en Europe et on les achemine. Et je dis merci à Air Mauritius qui nous a aidés à transporter ces fauteuils. On a envoyé récemment à peu près 50 fauteuils roulants et c'est parti comme des petits pains à les personnes qui en avaient besoin. C'est énorme quand même, c'est intéressant et je trouve ça très généreux aussi. Je pense qu'il devrait y avoir cette entraide beaucoup plus souvent pour aider chaque compatriote de chaque pays. Oui. Alors aussi, ils se heurtent à des trottoirs étroits. Moi, j'habite à la rue Raoul Rivette à côté, mais mon Dieu, il faut voir tous les trottoirs qui existent à travers le pays pour voir comment ils sont étroits et inexistants. Bien sûr. Autre chose que les patients m'ont parlé, c'est l'accès aux sondes urinaires, quelquefois pour usage intermittent, ne sont pas facilement disponibles dans le pays. Sont des choses de base qui n'existent pas. Et c'est pas une critique pour moi, mais c'est parce que je suis mauricien et je suis là pour aider le gouvernement à pouvoir faire plus. Parce que déjà, le gouvernement fait beaucoup pour les personnes en situation de handicap. Nous, on est là pour apporter un soutien supplémentaire. Tout à fait. C'est vrai que là, on revient au même débat, c'est-à-dire que ça va être plus au pays d'essayer d'adapter pour que la société se sente bien incluse, en fait. C'est pas, ça peut pas être que les médecins qui devront tout faire, malheureusement. Voilà, c'est également au niveau de la société, le gouvernement, le pays en soi, qui devrait réhabiliter certaines choses pour que chaque personne puisse vivre correctement. Exactement. À commencer par les trottoirs ou que ce soit les transports en commun, des aides pour faciliter des déplacements. Il y a justement, j'ai récemment rencontré un monsieur qui travaille dans une banque commerciale et donc son père a eu un problème neurologique et est parti se soigner à l'étranger parce qu'il n'y avait pas de centre à Maurice. D'accord. Et lui, pendant que son père était à l'étranger, il a aménagé l'espace à l'intérieur pour que quand son père retourne, il va pouvoir accéder donc à un endroit qui soit plus facile pour lui pour aller aux toilettes, pour aller se laver et bouger à l'intérieur. Ça peut être quelquefois augmenter la superficie des chambres ou alors la taille d'espace pour pouvoir accéder les chambres. Bien sûr. C'est vrai que oui, l'endroit doit pas être aussi étroit pour qu'ils puissent vraiment se déplacer en chaise roulante ou peu importe le moyen qu'ils ont. Je voulais vous poser quelques questions aussi à ce niveau-là. Comment elles évoluent certaines maladies neurologiques comme le Parkinson ou d'autres maladies? Comment elles évoluent et est-ce qu'il y a eu des progrès qui permettent d'améliorer ou d'atténuer les séquelles? Alors, pour le Parkinson, un progrès récent est la stimulation cérébrale profonde, qui est une procédure chirurgicale, donc où il y a une stimulation au niveau, ce qu'on appelle stéréotactique, à travers le cerveau. On stimule le cortex cérébral pour essayer de diminuer les tremblements. Ou alors des traitements médicamenteux expérimentaux qui visent le cortex. Pour la sclérose en plaques, il y a, avec le temps,
les personnes peuvent avoir des difficultés accrues à marcher, à sentir le corps, parler. Elles peuvent avoir des troubles psychologiques ou de la continence ou de l'incontinence. Il faut trouver des solutions pour chaque symptôme. Nous, en rééducation, on dit que la rééducation, la meilleure définition de la rééducation, c'est attention to details. D'accord. Neuram a fait don d'un appareil d'urodynamique l'année dernière, exactement un an de cela, à l'hôpital G2, pour évaluer la fonction urinaire, pour éviter que les gens utilisent des couches pour des problèmes urinaires. Malheureusement, les couches sont toujours utilisées et je trouve que ça porte atteinte à la dignité. Parce que un adulte ne veut pas vivre sa vie avec des couches pour les selles et l'urine. Après, oui, c'est vrai que ça devient encore une fois psychologique, mais ça reste quand même quelque chose de nécessaire parce que c'est les muscles qui lâchent aussi au bout d'un moment. Donc, c'est contre nous. Un enfant, quand il naît, il doit mettre des couches et je pense qu'on fait c'est un peu un cercle. On va revenir à l'étape de base, comment on est venu sur Terre. On n'a pas contrôle sur notre corps. Donc, les muscles qui lâchent. Est-ce que là, encore une fois, ce serait pas une question d'acceptance psychologique, d'accepter que on peut pas faire autrement que de mettre des couches? Oui, mais la science a évolué de sorte que les couches doivent être quelque chose de dernier ressort. Par exemple, en France, où j'ai pratiqué, on considère que si on donne des couches, ça veut dire que la rééducation a échoué complètement. Mais je dois dire que quelquefois, on ne peut pas faire autrement parce que quand il y a ce qu'on appelle une béance de l'urètre, etc., on ne peut pas faire autrement que de donner des couches. Mais au lieu d'avoir 100% de personnes en couche, on peut réduire à avoir peut-être 10%. Et je dirais quelque chose d'autre. J'ai pratiqué, comme je vous l'ai dit, hors antenne, au Pakistan, au sein de la guerre, pour la guerre afghane, et on a créé un centre de rééducation neurologique à Peshawar, au Pakistan, et on avait des difficultés parce que les personnes ne pouvaient pas entrer dans la mosquée avec des couches. D'accord. Et les imams n'autorisaient pas. Mais par contre, quand on a discuté avec des personnes qui étaient donc très versées sur la rééducation et aussi l'islam, on a pu régler le problème parce que quand on a utilisé, par exemple, le sondage intermittent, donc ça veut dire qu'ils n'avaient pas de couche, là, ils pouvaient entrer dans la mosquée. D'accord. Oui, Okay. Après, ça reste aussi au niveau, encore une fois, la société qui devrait essayer de comprendre par rapport à certaines personnes à ce niveau-là. Oui. Ok, merci beaucoup. Et vous, du coup, c'est quoi? Donc là, vous m'avez donné un très bon exemple par rapport à ça, les idées reçues au fait de la société par rapport aux handicaps neurologiques, c'est-à-dire quand on dit à une personne, on sait qu'elle est. Vous m'avez parlé d'autisme tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose ça atteint la capacité intellectuelle, l'autonomie, ça peut marquer ce genre de choses ou pas? Est-ce que il y a des possibilités de rééducation? Qu'est-ce qu'il faut corriger, je pense, dans les yeux du grand public? Les principaux problèmes sont liés aux préjugés et le manque de professionnalisme dans la prise en charge du handicap. Le traitement chirurgical d'une fracture vertébrale, par exemple, n'est pas une fin en soi. C'est le début d'un long processus pour s'adresser à tous les organes touchés par la fracture, motricité, sensation, vessie et selles neurologiques. Là aussi, il y a une éducation à faire au niveau des chirurgiens, parce qu'ils croient que une fois qu'on a traité, c'est fini. Il y a une grande phrase qu'on utilise en Angleterre, « The surgery went well, but the patient died ». Alors donc, ça veut dire que la chirurgie a très bien marché, mais le patient est mort. Donc, mais seulement, c'est pas la mort réelle, mais c'est la mort de tous les organes qui sont touchés. Bien sûr. Donc,
Aussi, handicap physique n'est pas, comme vous le disiez, synonyme de déficit intellectuel. Les personnes en situation de handicap ont besoin de notre respect et non de notre pitié. Il faut pas les confiner au lit et les encourager à avoir beaucoup plus d'autonomie, et il faut les encourager le mouvement et l'intégration dans la société. C'est gentil, justement, essayer de les faire ressentir que ils sont comme nous, tout le monde est égal et on n'a pas à juger qui que ce soit par rapport à quoi que ce soit, peu importe sa situation. Essayer de faire un monde meilleur, comme on dit. Mais nous avons tous des handicaps. Bien sûr. Nous avons, quelquefois, nous portons des verres pour corriger notre vue. D'autres fois, on a des problèmes qui sont cachés. Bien mais sûr. On a tous un problème quelque part, mais c'est un problème de degré. Oui, c'est vrai. Et je pense que le degré aussi doit se mesurer par rapport à la compréhension aussi de chacun. Il faut accepter que l'autre a un petit problème, comme vous avez dit, tout le monde en a un. Comme consulter un psychologue ça veut pas forcément dire que quelqu'un est fou. Donc c'est juste une question d'assurance et de briser les tabous. En tout cas, je vous remercie pour cette émission. Pour terminer, j'aimerais bien avoir un petit message d'espoir à nos auditeurs qui sont en train de passer dans ce genre de situation. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Je dirais que souvent les personnes ne sont pas au courant des grandes possibilités de la rééducation pluridisciplinaire qui se pratique au sein d'une équipe avec médecins spécialistes en rééducation et l'apport des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, infirmiers, orthophonistes ou psychologues. Notre médecine n'est pas curative, comme je l'ai dit plus tôt, mais permet de mieux gérer les problèmes pour améliorer la qualité de vie. Notre but en créant un NEURAM est de mettre en place les structures pour la prise en charge des personnes en situation de handicap au niveau clinique, c'est-à-dire traiter les douleurs, la spasticité, la marche, la continence, de l'environnement à la maison ou dans la société, et réintégration dans la société, le travail, le sport. Nous avons des plans à court, moyen et long terme et souhaitons continuer avoir l'appui du gouvernement, engager le public, des bénévoles et le secteur privé, car les maladies neurologiques ne sont pas l'apanage de certains, ils nous touchent tous. NEURAM a besoin de bénévoles au niveau national et international. Par exemple, des membres de la diaspora ayant une expertise en neuroréhabilitation qui nous contactent à neuram.org pour échanger et offrir leur aide. On a besoin d'eux pour le gros travail qu'on a à entreprendre. Nous voulons continuer à aider le pays à faire prendre conscience des challenges, comme on dit en anglais, auxquels nous faisons face et faire de la formation. Maurice fait face à une population vieillissante et notre approche peut aider à améliorer la qualité de vie des personnes en situation de handicap et de la population vieillissante. Merci. Merci à vous, merci pour ces jolis mots et c'est juste un mot de fin pour essayer de rassurer toutes les personnes que vous n'êtes pas seul dans cette situation et qu'il y a toujours un moyen de s'en sortir, peut-être pas physiquement et redevenir comme ils étaient avant, mais qu'il y a possibilité de vivre une vie meilleure peut-être ou améliorée. Donc un grand espoir, un grand courage à toutes les personnes qui sont en train de passer dedans, beaucoup de courage à leur famille également, et un grand merci à vous aujourd'hui d'avoir participé dans l'émission. Vous pouvez retrouver la vidéo sur notre page Facebook et la page du Défi Média Group. Un grand merci à Yadov Modun pour la technique et Nirmal et Venen Koulen qui étaient là avec nous tout à l'heure. Donc merci beaucoup. Vous allez avoir le plaisir de retrouver Harry pour son émission et juste après le flash avec Nabiha Moradia. Merci beaucoup pour m'avoir invité à cette émission. C'était un plaisir. Merci à vous. Allô docteur. Votre santé, notre priorité.